Mesdames et messieurs, cher Salman Rushdie, bienvenue dans cette bibliothèque rénovée et inaugurée au Havre en novembre dernier. Je crois avoir compris du déjeuner que nous avons passé ensemble, cher Salman Rushdie, que c'est la deuxième fois que vous allez vous exprimer, non pas sur votre livre, enfin si, un peu sur votre livre, dans un immeuble construit par Niemeyer. Et vous verrez que cette bibliothèque, qui n'a pas été conçue pour être une bibliothèque, mais une salle de spectacle, et qui est devenue une bibliothèque, est à la fois magnifique, accueillante, et qu'elle fonctionne très bien. C'est un très grand honneur de vous accueillir au Havre, un très grand honneur de vous accueillir dans cette bibliothèque, et un très grand honneur de faire en sorte que vous soyez placé en situation de nous faire une conférence, non pas un cours, mais un échange avec des étudiants havrais, en tout cas des étudiants inscrits au Havre, ils ne sont pas tous havrais, qui étudient et apprennent à écrire dans cette formation très particulière et assez unique en France, dont nous sommes très fiers. Vous êtes ici dans le cadre du Positive Economy Forum, et je sais que vous êtes parfois surpris par le nombre de questions qui vous sont posées qui n'ont pas attrait à votre talent d'écrivain, mais à des prises de position qui ne sont pas liées à votre écriture. Et je pense qu'ici, heureusement, aujourd'hui, nous n'allons parler que de littérature, que d'écriture. Et je sais que cela vous réjouit. Et vous savoir réjouir nous réjouit. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites, et bienvenue au Havre. Alors avant toute chose, on va raconter l'histoire, c'est-à-dire comment on se retrouve ici aujourd'hui ensemble. Donc le forum existe depuis 5 ans et l'année dernière, connaissant à la fois la politique de la ville et l'amour du livre, j'ai commencé à travailler, à réfléchir et à discuter, notamment avec Rosane Lebris, qui est la responsable du festival du goût des autres, et on voulait inviter des écrivains à participer au forum, c'est-à-dire oui, nous parlons d'économie, oui, nous parlons d'économie positive, d'intérêt des générations futures, mais il nous semblait qu'il était très important de donner la parole aux artistes, écrivains, mais également artistes contemporains, musiciens, parce que souvent, ce sont eux qui ont cette espèce de science infuse, de spontanéité et qui permettent de découvrir et souvent d'envisager l'avenir avant même que certains l'aient imaginé. Donc voilà, ça a commencé comme ça. On a envoyé un certain nombre d'invitations l'année dernière. Bon, c'était trop tard, etc. Et puis rien. Et puis on reçoit une lettre de Salman Rushdie qui dit « Je suis absolument désolée, je ne peux pas cette année, mais rendez-vous l'année prochaine. » Bon, septembre passe, octobre, et là je me dis j'appelle Actes Sud pour savoir si c'était du lard ou du cochon, si c'était véritablement vrai. Donc on se rencontre en novembre, je vois Estelle Lemaître qui est là, on rencontre également Madame Vacher qui est l'une de vos éditrices, et puis oui, bon an mal an, c'était confirmé. À un moment donné, j'ai tellement cru que c'était pas possible que j'ai demandé à quelqu'un de venir avec moi en rendez-vous, parce que j'avais peur que ce soit une blague et que je ne comprenne pas bien, etc. Et c'était vrai. Et voilà, et c'est aujourd'hui pour nous tous un immense honneur, parce que je rappellerai que vous êtes en France depuis une semaine, que vous avez eu un agenda extrêmement plein, et que c'est la seule ville hors de Paris où vous avez accepté de venir. Donc on est extrêmement honorés, et je vais laisser la parole à Laure qui, elle, va vous raconter la genèse maintenant de la masterclass en elle-même. Bonjour. Salman Rushdie nous fait le grand honneur de venir au Havre aujourd'hui à l'occasion de la parution de son 10e roman qui s'appelle 2 ans, 8 mois et 28 nuits chez Actes Sud dans une traduction de Gérard Medal. Salman Rushdie vient nous parler de création littéraire dans le cadre d'une masterclass auprès d'un public composé d'étudiants du master de création littéraire du Havre, de l'IUT métier du livre, d'enseignants, d'animateurs de la riche vie culturelle havraise.
Salman Rushdie vient dans le cadre de Positive Economy Forum, mouvement initié par Jacques Attali. Positive Economy Forum est un réseau international constitué de personnes qui placent l'intérêt des générations futures au cœur de leurs réflexions et de leurs actions. Ici, au Havre, en 2012, a été lancé à l'initiative de l'École d'art et de l'Université du Havre le premier master de création littéraire français, rapidement suivi par d'autres, avec la conviction qu'on n'aurait jamais assez d'horribles travailleurs, pour reprendre l'expression d'Arthur Rimbaud, pour s'adonner à la matière du langage, la travailler de multiples manières, la bousculer, la polyglottiser, en dessiner les contours futurs. Tout en s'adonnant bien sûr à la lecture d'auteurs qui eux aussi agissent sur le langage avec conviction et nécessité. Ainsi aujourd'hui, une vingtaine d'étudiants du master et des diplômés du master de création littéraire du Havre sont présents. Ils se délectent tout particulièrement de la lecture des livres de Salman Rushdie depuis quelques mois et ont préparé les questions qui vont conduire l'entretien qui va suivre. Ce croisement d'intérêt et d'énergie, l'œuvre de Salman Rushdie, Positive Economy Forum, initié par l'écrivain Jacques Attali, l'intense vie culturelle havraise, dont le maire Édouard Philippe est également écrivain, le master de création littéraire, et d'une intense cohérence dont nous allons interroger les fondements aujourd'hui en écoutant Salman Rushdie évoquer son rapport à l'écriture. Cela dessine les contours d'une humanité possible, impliquée et libre, indocile et consciente, mais aussi une humanité qui sait que l'art recèle des réponses que jamais les discours d'autorité n'auront, car l'art, l'écriture, parlent à l'imagination de chacun. Ils offrent des outils personnels à chacun dans le secret de ses lectures, de ses souvenirs. L'art, l'écriture sont liberté et plaisir. L'art, l'écriture ne sont pas directifs, mais suggestifs. En cela, ils sont l'exact antidote aux extrémismes, à toutes les idéologies oppressives. Roland Barthes parlait de plaisir du texte. C'est une notion chère à Salman Rushdie, qui a dit dans un récent entretien pour France Culture « Si l'ennemi est le plaisir, eh bien la défense, ça doit être le plaisir aussi. » Donc ce livre, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, est une espèce de célébration de toutes les formes de plaisir. Fin de citation. En témoigne le mélange savant de gravité et de drôlerie présent dans ses œuvres, empreinte d'un humour subtil qui donne à penser sans jamais imposer quoi que ce soit. Et c'est peut-être, nous y reviendrons, l'un des sens de ce goût pour l'intrication du fantastique dans le réel, une manière de fuir le manichéisme et les logiques contraintes. Quand Isabelle Lefort, directrice éditoriale et programmatrice de Positive Economy Forum, en compagnie de Rosanne Lebris, représentant la ville du Havre, qui nous accueille dans cette magnifique bibliothèque Oscar Niemeyer, nous a proposé l'opportunité de cette masterclass avec Salman Rushdie centrée sur le geste d'écriture, c'était une sorte de rêve éveillé, tant les auteurs qui semblent hanter avec bienveillance l'enseignement du master de création littéraire du Havre font partie des références de Salman Rushdie, dont l'œuvre, bien sûr, a une place de choix parmi les contemporains qui nous guident. Je pense à Don Quichotte de Cervantes, au Tristram Shandy de Laurence Sterne, mais aussi à Borges, par exemple. Autant d'œuvres polyphoniques et digressives, irrévérencieuses et palimpsestueuses, si vous me permettez ce néologisme. Je remercie donc chaleureusement au nom de l'École d'art et l'Université du Havre tous ceux qui ont rendu possible cette masterclass aujourd'hui, en particulier Positive Economy Forum, la ville du Havre et la bibliothèque Oscar Niemeyer. Et bien sûr, merci à Salman Rushdie pour votre chaleureuse présence. Merci et bienvenue. Votre œuvre a été reconnue dès votre 2e livre, Les Enfants de minuit, paru en 1981, qui a reçu le Booker Prize. 2 livres plus tard, avec Les versets sataniques en 88, votre existence basculait hélas dans une période lourde et étrange que vous évoquez dans Joseph Anton, paru en 2012. En y repensant, j'ai l'impression, et je parle pour ceux qui étaient nés à l'époque, donc pas la plupart de mes étudiants, que comme pour le 11 septembre, le 7 janvier, le 13 novembre et d'autres dates dans d'autres coins du monde, on se souvient de ce qu'on faisait le jour où on a appris que vous étiez désigné par une fatwa. Ce qui prouve à quel point elle nous concerne tous. Nous en avons conscience à présent. La liberté de penser et de créer nous concerne tous, ce qui veut dire également que, abandonnant la peur comme une enveloppe vide dans les mains de ceux qui l'agitent pour nous asservir, il faut laisser les gesticulations de l'histoire remplir les dépêches AFP et il faut vous lire, sans ressasser
les événements, simplement vous lire, puis vous relire. Lire la magie de vos phrases, votre amour des contes et des récits ancestraux. Découvrir la manière dont chacun de vos livres semble inventer ses propres gestes formels, son univers particulier. Goûter votre manière si personnelle d'inventer votre propre réalisme magique. S'adonner avec vous au plaisir du texte. Monsieur Rushdie, est-ce que vous voulez prendre la parole quelques instants avant qu'on passe les paroles qu'on demande aux étudiants? Oh no, I've got nothing to say. Non, je n'ai absolument rien à dire. Je crois qu'il vaut mieux avoir une conversation. J'ai regardé un petit peu certaines de vos questions. Et je dois dire qu'elles sont beaucoup plus délicates que toutes celles qu'ont pu me poser les journalistes, mais de façon tout à fait positive. Alors, faisons le meilleur usage possible du temps et parlons de ce dont vous avez envie de parler. Monsieur Rushdie, après la sortie de votre livre « Les enfants de minuit », vous abandonnez votre travail de publicitaire car c'était ce que vous deviez faire. Cette nécessité d'écrire ne s'est jamais démentie et quand il vous est arrivé de vous sentir au fond du trou, vous avez trouvé la force de continuer. Votre vie s'articule autour de la création littéraire. Où trouvez-vous cette force qui vous pousse à écrire envers et contre tout? You know, I really never had another plan of what to do with my life. Enfin, j'ai jamais eu de plan B. J'ai jamais eu une autre idée de ce que je pourrais faire de ma vie, à l'exception d'une brève période à l'université où j'avais pensé que je pourrais peut-être être acteur. Heureusement, j'ai été suffisamment futé pour ne pas m'y risquer. Ma carrière d'acteur vous a donc été épargnée. Mais j'ai toujours voulu écrire, donc c'est pas une question de courage pour moi, c'est une question de besoin, disons. Et ce que j'ai souvent dit à des étudiants qui pensent devenir acteurs, c'est que les livres qu'on écrit devraient être des livres qu'on ne peut éviter d'écrire. Ils devraient avoir quelque chose de très important, de nécessaire pour vous. Parce que des livres qui ne sont pas très importants pour l'écrivain ou l'écrivaine, eh bien, les lecteurs et les lectrices le sentent. Et il vaut mieux économiser les arbres à ce moment-là. Parce qu'il y a suffisamment de livres dans le monde. Regardez derrière vous, en fait, vous êtes dans une bibliothèque. Il y a une foultitude de livres. Et même si toutes celles et ceux d'entre nous qui écrivons devions nous arrêter d'écrire aujourd'hui, il y aura encore trop de livres magnifiques à lire pour une seule vie. Donc des livres, il y en a assez. Et si vous voulez ajouter une œuvre à cette montagne, eh bien, il faudrait que, au fond de vous, vous sentiez que vous n'avez pas le choix, qu'il faut que vous le fassiez. Et ça a toujours été la motivation en ce qui me concerne. Écrire le livre que je ne peux pas éviter d'écrire. Et je suis chanceux parce que c'est la seule chose que je voulais faire de ma vie. Je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Donc pour moi, c'est pas vraiment une impression de courage, c'était pure nécessité. Autre question, Agnès Mauprin. Bonjour. Avez-vous le sentiment qu'appartenir à deux pays et à deux cultures vous est plutôt nourri ou écartelé? C'est à la fois positif et négatif, franchement. J'ai grandi à Bombay, en Inde, et c'est une ville qui ne ressemble pas aux anciennes cités indiennes. C'est une ville qui n'est pas si vieille. Ce sont les Britanniques qui l'ont construite en Inde. Tout ce qu'il y avait là auparavant, c'était un village de pêcheurs ou des villages de pêcheurs. Donc, c'est en fait une ville britannique construite en Inde. Et à cet égard,
type de mélange de culture est inhérent en fait à la nature de la ville. Et si vous grandissez dans cette ville, on sait, si on est dans cette ville, on voit que c'est une ville occidentale en Orient. Et on sent d'emblée un lien avec une culture internationale et une culture locale aussi. C'est un petit peu dans ce monde-là que j'ai grandi. Et quand j'ai commencé à vivre d'abord à Londres puis à New York, eh bien, j'étais imprégné de ce type d'attitude. Il est exact cependant que pendant un certain temps à Londres, j'ai eu l'impression que mon lien avec l'Inde, l'Asie du Sud, la ville, l'endroit du monde dont je venais, était en danger d'érosion. Et cela m'inquiétait. Et d'une certaine manière, c'est un peu le sens de l'écriture de Midnight Children. C'était une façon de me réapproprier cette culture. Et puis le livre a eu un grand succès en Inde et au Pakistan. Et donc, depuis, j'ai l'impression d'avoir récupéré cette partie de ma culture, de ma vie, et je suis tout à fait détendue dans la relation entre les deux mondes. Parfois, les livres vont vers l'Inde, parfois ils s'en éloignent, mais pas de problème. Donc pendant un certain temps, ça a été une relation difficile, mais maintenant tout va bien. Richard Turcet. Bonjour, Monsieur Rushdie. Donc vous avez déclaré dans un entretien ne pas croire que la littérature ait le pouvoir de civiliser les barbares. Pourtant, on conserve ce fantasme de l'écrivain éclaireur qui apporte la lumière au peuple et combat l'obscurité. Vous semble-t-il que la littérature ait encore le moindre pouvoir alors qu'elle est délaissée par une grande partie de la population, y compris par les esprits que l'obscurantisme détourne les premiers? Ce que j'ai dit concernait le personnage de Sherazade dans Les Mille et une nuits. Parce que quand elle donne son accord pour marier ce roi assassin qui tue une fille tous les soirs, sa vie est en grand danger. Et elle utilise le conte d'abord pour rester en vie. C'est déjà positif. Merci pour le ventilateur, j'en avais bien besoin. Et ce qui se passe au cours des Mille et une nuits, c'est qu'on s'aperçoit que le roi a changé. Il n'est plus cette personne sanguinaire qu'il était tout au début. Ainsi, la trame narrative des Mille et une nuits contient cette idée de la capacité de la littérature à améliorer les gens. Cependant, je ne suis pas tout à fait sûre, pour être honnête, que la littérature ait ce pouvoir, et peut-être qu'elle ne l'a que de manière tout à fait occasionnelle. C'est peut-être s'attendre à trop de la part de la littérature que de dire qu'elle peut civiliser le tyran. C'est un rêve tout à fait magnifique, mais je ne suis pas sûre que cela corresponde à la réalité. Ce que peut faire la littérature, à mon avis, dans le meilleur des cas, c'est de transformer les personnes qui lisent des livres. C'est-à-dire, à mon sens, que lorsqu'on lit un livre qui vous fait une grosse impression, un livre qui vous donne l'impression que quand vous dites « j'adore ce bouquin », eh bien, ces bouquins modifient la façon dont vous regardez le monde. Et il y a quelque chose de la vision de cet écrivain, de cette histoire qui reste avec vous et qui vous fait voir le monde de manière un petit peu différente après. C'est la façon dont la littérature change le monde, un lecteur à la fois, une lectrice à la fois. Mais en fait, ni l'écrivain, ni le lecteur ou la lectrice ne sait comment ça va se produire ou quand. On ne sait jamais en tant qu'écrivain, comment, quel effet aura son livre.
Et je crois que ce serait une vanité que de prétendre à la conversion par la littérature. Il y a très peu de livres qui ont un effet direct sur la société dans laquelle ils sont lus. Et là, je parle de littérature, évidemment. Il y a des livres sacrés, par exemple, qui ont des incidences très larges. Et il y a un livre qui a fait une forte impression pour moi, c'est La case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe, qui a eu un effet énorme sur la façon dont les gens voyaient l'esclavage et qui a très largement contribué aux arguments pour l'abolition de l'esclavage. À tel point que pendant la guerre civile aux États-Unis, Harriet Beecher Stowe a été présentée à Abraham Lincoln, qui lui a dit « C'est vous, la petite femme, qui avez déclenché cette grande guerre. » Et on peut voir en fait que c'est assez pertinent parce que son livre a eu un effet énorme. Et la plupart du temps, ce sont des individus qui peuvent changer, y compris peut-être des rois assassins. Je n'en sais rien, mais je ne risquerai pas ma main là-dessus. Gabriel Schaff. Monsieur Rushdie, quelles sont les influences littéraires et artistiques qui ont forgé votre style narratif? Oh my goodness. Mon Dieu, mon Dieu. How long have you got? Vous avez combien de temps là? I think when you start as a writer, je crois que quand on commence en tant qu'écrivain, on a énormément de livres déjà qu'on admire, auxquels on aimerait ressembler, auxquels on aimerait que son œuvre ressemble. Des livres de toutes sortes d'ailleurs qui ne sont pas toujours d'ailleurs propices à votre talent ou souhaitables pour votre talent. Quand j'étais jeune, d'ailleurs je suis toujours grand admirateur de l'écrivain argentin Borges, mais je ne peux pas écrire comme Borges. Personne ne peut écrire comme Borges à part Borges, qui n'est plus là pour écrire. Parfois, il faut donc comprendre que même si c'est un livre qui vous inspire, et il ne faut pas forcément aller dans cette direction. Il y a un autre écrivain comme ça, c'est Hemingway. Quand on lit Hemingway, il est extrêmement attrayant et ça donne l'impression qu'on pourrait faire ça. Mais c'est très dangereux parce que personne ne peut écrire comme Hemingway. La simplicité de sa prose est tout à fait trompeuse en fait. Et elle cache un savoir-faire très profond. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, même Hemingway ne pouvait plus écrire comme Hemingway. Il y a donc des écrivains qu'il faut éviter, ou en tout cas dont il faut éviter l'influence. Et quand j'ai lu James Joyce pour la première fois, j'ai été très impressionnée, mais d'une certaine manière, j'étais tellement impressionnée que ça confinait à la paralysie. Et après ça, je fais quoi, moi? Qu'est-ce qui reste à faire après cela? Et il a fallu que je me remette d'une certaine manière de Joyce, que je me dise, il y a peut-être encore un ou deux trucs à faire qui n'ont pas encore été faits par Joyce. J'aime énormément la mythologie, les fables, les contes populaires, ce type de littérature, orientaux comme occidentaux. L'un des livres que j'ai adoré, c'est celui de l'Italien Italo Calvino et son anthologie des contes populaires italiens, qui est un livre extraordinaire à mon sens. Il s'agit souvent de contes traditionnels, mais je pense que certains d'entre eux ont été inventés par Calvino lui-même, qui a fait semblant qu'il s'agissait de contes, de vieux contes populaires. Naturellement, je ne peux pas l'affirmer avec certitude.
Les mythes grecs, romains, normands sont très importants. Ce qui se passe dans ces histoires, c'est que il y a, dans un espace extrêmement restreint, une énorme quantité d'informations humaines. Mon roman sur la Terre sous vos pieds est un peu inspiré par cela. Et si on écoute l'histoire d'Orphée et Eurydice, on peut la raconter en moins de 100 mots, même 50 mots peut-être. Et pourtant, la matière qu'il y a dans cette histoire, on peut écrire un roman de 500 pages comme je l'ai fait, qui se dégage de cette histoire, qui aborde la question de la relation entre l'amour, l'art, la mort, qui sont en fait les trois sommets du triangle autour duquel tourne l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Et donc j'ai souvent étudié ces histoires en recherchant ce qu'elles peuvent vouloir dire pour un écrivain. Mais pour revenir à la question de l'influence, eh bien, l'influence, à mon sens, est extrêmement importante, peut-être nécessaire en tant qu'écrivain lorsque on cherche son chemin, lorsqu'on fait ses premiers pas, lorsqu'on se demande est-ce que je suis plutôt un écrivain de ce type ou une écrivaine de ce type. Je crois que dans la vie d'un écrivain, il arrive un moment où il a la réponse à cette question. Où il sait non seulement quel type d'écrivain il est, mais également quelle trajectoire il souhaite parcourir en tant qu'écrivain. Et à ce moment-là, la question d'influence perd de son importance. À ce moment-là, on regarde moins les autres écrivains, écrivaines, pour qu'ils nous disent ce qu'on doit faire. Ça ne veut pas dire que d'autres livres n'aident pas. Parfois, ils sont utiles. Quand j'écris les versets sataniques, un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Parce que dans Le Maître et Marguerite, il y a un des éléments de la trame narrative, c'est le maître, ce personnage qui écrit un roman, ou veut écrire un roman, sur la vie de Jésus-Christ, vue par Ponce Pilate. Ça, c'est le roman dans le roman. Et dans la mesure où j'écrivais un roman qui avait une vision un petit peu révisionniste de l'histoire de l'origine d'une autre religion, c'était tout à fait intéressant pour moi de voir ce que Bulgakov avait écrit. Mais dans l'ensemble, une fois qu'on sait quel sera son chemin en tant qu'écrivain, eh bien, on cesse de songer en termes d'influence. On se dit, voilà, qu'est-ce que je veux écrire et comment est-ce que je vais l'écrire. Mais quand on commence, c'est important. Alors, j'ai une deuxième question. Pourriez-vous décrire votre processus de travail lorsque vous vous lancez dans l'écriture d'un nouveau livre? C'est un processus tout à fait incohérent. Tout d'abord, chaque livre que j'ai écrit s'est présenté à moi sous un angle différent. En fait, il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de recette. Parfois, j'ai l'idée de suivre un personnage particulier et puis en y réfléchissant, l'idée se dessine, l'histoire se dessine autour de ce personnage. Parfois, j'ai une intrigue que je ne sais pas comment écrire et il faut que je trouve la façon d'aborder cette histoire. Parfois, j'ai des fragments dans ma tête épars. Et puis, petit à petit, je vois de quelle manière ils peuvent s'articuler les uns aux autres. Mon ami Joseph Hello, qui a écrit un certain nombre de romans, il a dit que lui réfléchit à une phrase.
Et il sait que à partir de cette première phrase, eh bien, il y en a 200 autres qui vont s'enchaîner. La première phrase de Catch-22, c'est « Ce fut l'amour au premier regard, ta 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 » et ainsi de suite. Et puis dans un autre cas, il est dans le bureau dans lequel je travaille, il y a 6 personnes dont j'ai peur. Et cet autre roman, eh bien, se déroule à partir de cette phrase. Ça m'est arrivé une fois. Quand j'écrivais mon premier livre pour la jeunesse, Aaron et la mer des histoires, j'avais beaucoup de mal à trouver le bon ton, le bon abord, le type de langage à utiliser. Et puis un jour, j'ai écrit ce qui me semblait devoir être la première phrase du livre et qui est la première phrase du livre. Et à partir du moment où je l'ai écrite, je me suis dit, voilà, maintenant je sais comment écrire ce bouquin. Et quand j'écrivais les enfants de minuit, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le ton du livre. Le roman est maintenant écrit à la première personne, mais mes premières tentatives étaient à la troisième personne. Et ça ne me plaisait pas, il y avait quelque chose qui clochait. Ça semblait un petit peu éteint. Et puis au bon moment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait s'il disait l'histoire à la première personne? Et je me souviens de cette journée, parce que je crois que c'est ce jour-là que je suis devenue écrivain. Je me suis assis et j'ai commencé à permettre à Salim, le narrateur des enfants de minuit, de raconter l'histoire. Et sa voix s'est inscrite sur la page, ce qui m'a étonnée au plus beau point. Je me suis dit, mais d'où ça vient? J'ai aucune idée d'où ça vient. Et il était clair en ce qui me concernait que c'était la meilleure page que j'avais écrite de ma vie. Je ne sais pas très bien comment je l'ai fait, mais j'ai pensé que tout ce que je peux faire maintenant, c'est de le laisser parler et de le suivre. Et voilà la genèse de ce livre. Comme je l'ai dit, chaque livre est différent. Les livres qui ne sont pas concernés par cela, ce sont les livres de genre, par exemple un thriller, un polar. Il y a des façons particulières d'écrire ces livres. Si vous écrivez un polar, il faut l'écrire à l'envers parce qu'il faut que vous sachiez d'emblée ce qui s'est passé. Et puis après, il faut que vous le déguisiez en remontant au début de votre bouquin. Il faut que tout soit déguisé lorsque vous commencez le bouquin. Et puis petit à petit, on dévoile les différents éléments. Et puis il faut aussi également prévoir des fausses pistes pour détourner les gens volontairement de ce qui est réellement la vérité. Donc ça, ce sont des genres différents. Il faut savoir d'emblée ce qui existe à la fin et le cacher. Mais pour des œuvres qui ne sont pas des œuvres de genre, des œuvres de fiction, eh bien, c'est différent. Moi, quand je suis entre deux bouquins, je travaille tous les jours, j'essaie de réfléchir à ce que je veux faire. On réfléchit à des idées, on se dit, c'est bien. Et puis le jour suivant, on se dit, non, ça vaut rien. C'est quelque chose qui se produit souvent. Et puis, il arrive un moment où je vois qu'il y a quelque chose qui reste accroché dans mon esprit. Je me réveille le lendemain et c'est encore là. Et le jour suivant, c'est toujours là. Et alors, je me demande, pourquoi est-ce que je réfléchis à cela tout le temps? Qu'est-ce qui m'accroche dans cette phrase, dans cet aspect? Et ce sont les embryons des livres que je finis par écrire. C'est quelque chose qui s'accroche, qui devient un petit peu obsessionnel. Je l'ai dit, c'est vraiment un processus tout à fait erratique. Il y a des écrivains qui ont des processus de création très clairs. En tout cas, je n'en suis pas. Bonjour, Salman Rushdie.
Alors, dans une interview donnée à Télérama, vous citez Hartley qui dit du passé qu'il est un autre pays. On y fait les choses différemment. Et puis, dans vos livres, parsemés d'humour, on peut retrouver des portraits moqueurs, de l'imagerie enfantine, comme pour décrire certains personnages ou situations. Aussi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'enfance serait-elle, pour ainsi dire, votre île déserte où vous pouvez ranger tous vos secrets, votre humour, la délicatesse de votre écriture, pour pouvoir la convoquer au moment voulu, dans une littérature qui a tant besoin de cette légèreté, justement enfantine, et ainsi dénoncer les enjeux diaboliques de ce monde? Alors, je crois que la question de l'enfance, c'est très important. Parce que d'une certaine façon, lorsque l'on est enfant, on est tous, autour de nous, il y a toutes sortes d'histoires. Des histoires que les parents nous racontent, des histoires que l'on lit, des histoires que l'on voit à la télévision. Et les histoires, c'est une des façons pour les enfants d'apprendre le monde. L'enfance, c'est une période un peu anarchique aussi, où il n'y a pas nécessairement de règles. On est plus ouvert à tout. Et je crois que c'est certainement une meilleure façon d'être, plutôt que d'être adulte, et d'être un peu trop pragmatique et raisonnable. Je crois que ce qui se passe, c'est que lorsque l'on vieillit, c'est plus difficile, je crois, d'avoir accès à cet esprit de l'enfance. Vous savez, lorsque j'écrivais mes premiers romans, par exemple Les enfants de minuit, vous savez, ça parle beaucoup des enfants, n'est-ce pas, ou de mes enfants. Souvent, les personnages, ils sont jeunes, ils ont 10, 11 ans. Et lorsque j'écrivais ce livre, j'avais même pas 30 ans. Et à l'époque, je pensais encore être capable de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus difficile d'écrire à propos d'enfants âgés de 10 ou 11 ans. Aussi, je pense que la perspective narrative change. Lorsque j'écris Les enfants de minuit, j'ai eu le sentiment que j'étais du côté des enfants, d'une certaine façon, et que je regardais le monde adulte. J'étais plus en tant que spectateur, j'étais dans le monde des enfants, et les adultes, ils étaient un petit peu au-dessus, donc je levais la tête vers eux. Et plus tard, dans mon écriture, alors probablement une fois que je suis devenue parent, soudainement, je me suis dit non, j'ai changé de point de vue. Je n'écris plus du point de vue des enfants, j'écris du point de vue des parents maintenant. Donc cet angle narratif, au lieu d'être celui ascendant, il est devenu descendant. Donc c'est du monde adulte qui s'est penché vers le bas. Et ça a été très intéressant de me rendre compte de cela pour moi. Depuis, j'ai un peu regretté quand même. Je me suis dit, c'est dommage, c'est triste, finalement, de perdre l'emprise qu'on a sur son enfance, sur ce sens un petit peu anarchique. J'essaye de le récupérer, d'y retourner. Et donc, avec ce nouveau livre, 2 ans, 8 mois et 28 jours, je crois qu'une certaine façon, je suis revenue un petit peu vers cet esprit anarchique. Et c'est une des choses que j'aime bien dans cet ouvrage. Mais il est évident que c'est beaucoup plus difficile lorsque l'on vieillit. Clémence Delbar. Bonjour Monsieur Régis. La notion de temps et le thème de la nuit sont récurrents dans vos écrits, notamment dans Les enfants de minuit, où en plus du titre, on y retrouve de nombreuses références à ces thèmes, mais aussi dans votre dernier roman, dont le titre y fait directement référence. Quel rapport entretenez-vous avec le temps et la nuit dans votre pratique de l'écriture? That's all. C'est tout comme question? Eh bien, mon temps narratif, le temps dans un livre, c'est très malléable. On peut l'étirer, on peut le comprimer, le compresser. Tout n'a pas besoin de se produire au même rythme. On n'a pas besoin de suivre l'échelle temporelle. On peut passer 100 ans en une phrase si on a besoin. Ou on peut aussi faire en sorte que 5 minutes durent 100 pages si on en a besoin. Donc, dans un sens, il y a beaucoup de souplesse.
dans la relation que l'on a avec le temps dans un roman. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai écrit L'Enchanteresse de Florence, c'est un roman qui se passe en Inde et à Florence pendant la Renaissance, donc l'Inde à l'époque de l'Empire Moghali et Florence au moment de la Renaissance, donc. Là, la question du temps a été un problème, finalement, dans ce livre. Le temps et le lieu. Parce que la partie indienne, donc sur l'Inde, pendant le règne de l'empereur, se passait pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Et ce qui se passait à Florence était séparé des autres actions, non seulement par la distance géographique, mais aussi par un demi-siècle. Et ça me préoccupait un peu. J'avais peur que le lecteur ait du mal à passer non seulement d'un lieu à l'autre, mais aussi d'une époque à l'autre. Vous comprenez ? Et il y a beaucoup d'allers-retours dans ce roman. Donc, une fois que j'avais fini l'avant-dernière version de ce roman, je l'ai donné à des gens pour qu'ils le lisent, y compris mon éditeur. Et je leur ai dit, dites-moi si c'est ennuyeux, si c'est énervant, dites-moi si vous vous perdez, si ça vous énerve, parce qu'on est dans une partie de l'histoire, on est plongé dedans, puis d'un seul coup, paf, on doit sauter, changer de partie d'histoire. Dites-moi si ça gêne ou pas. Donc les gens l'ont lu. Et ils m'ont répondu oui. Donc ça m'a amené à simplifier la structure grandement. Donc plutôt que d'avoir ces sauts sans cesse, eh bien j'ai décidé que les séquences seraient beaucoup plus longues en chaque endroit et en chaque lieu. Donc je leur ai donné une certaine longueur de temps afin que le lecteur puisse être satisfait. Et ensuite il pouvait changer de lieu, d'époque, mais y passer suffisamment de temps afin d'avoir une expérience satisfaisante, si vous voulez, une petite histoire, une mini-histoire satisfaisante. Et enfin, plus personne n'était énervé par cela. Mais je pense qu'on peut vraiment jouer avec le temps dans les romans. Mais il faut faire attention, parce que le risque, c'est que les gens ils soient perdus, que ça les énerve. Si c'est trop aléatoire, c'est contre-productif. Donc, vous savez, tous les romans, qu'ils soient naturels, qu'ils semblent naturalistiques ou fantastiques, il faut que ce soit tout de même cohérent, que ce fasse un ensemble cohérent. Il faut trouver une structure qui soit cohérente en elle-même, en soi. Et les gens, ils accepteront tout, alors. Je crois qu'il y a une petite chose différente aussi. Une des raisons pour lesquelles le Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, a vraiment cette espèce de pouvoir qui dure sur la durée, c'est parce que l'auteur, il a passé énormément de temps à créer ce monde et il connaissait tant de choses à ce sujet de ce monde, bien plus que ce qu'il en a écrit dans les pages de son roman. Il a inventé des peuples, des histoires, des mythologies, tout un monde. Et l'histoire, elle vient au-dessus de ce monde qui a été imaginé par l'auteur. Ce qui fait que ça donne une certaine autorité à l'histoire. On a vraiment le sentiment que l'auteur a créé son monde. Et je pense que cela vaut pour tout, surtout pour répondre à votre question, les histoires où il y a des choses qui ne sont pas normales, si vous voulez, en termes de temps ou d'espace, bon, on peut le faire. Mais il faut vraiment savoir pourquoi on le fait et le faire correctement. Une fois que ça a été mis en place, une fois que vous êtes clair avec vous-même, eh bien le livre, lui, va fonctionner, vous verrez. Nina Faber. Bonjour, Monsieur Rushdie. On peut se questionner souvent et se perdre dans vos œuvres sur la part de réel et la part d'imagination, notamment dans Les Enfants de minuit, où vous faites preuve en tant qu'auteur d'une volonté de confusion explicite du lecteur, du temps et des événements. J'aimerais que vous reveniez, si possible, sur la notion d'autobiographie fictive. La considérez-vous nécessaire ou non à une œuvre ? J'essayais pas de vous perdre.
Alors, si je l'ai fait de façon accidentelle, je suis désolée. Alors, au sujet de ce livre en particulier, la façon dont il est construit, c'est que l'histoire des personnages, vous savez, elle est vraiment détaillée, elle est conçue au-dessus d'événements historiques, entre l'Inde et le Pakistan, 30 ans avant l'indépendance et 30 ans après l'indépendance. Donc j'ai dû réfléchir, avant de pouvoir écrire le livre, j'ai dû vraiment réfléchir à la façon dont les histoires des différents personnages pouvaient s'intégrer dans les événements historiques. Donc les événements dans lesquels ils étaient impliqués, sur lesquels ils n'étaient pas impliqués, les conséquences éventuelles, ce qui pouvait changer leur vie ou pas. Donc je pense que plus que dans n'importe quel autre livre que j'ai pu écrire, j'ai vraiment dû structurer les choses de façon très très précise. J'ai dû structurer la vie des gens afin que ce soit vraiment imbriqué dans la vie des pays. Et c'est ce qui a donné à ce livre sa saveur un peu particulière. Pour ce qui est d'avoir des autobiographies fictives, oui, il est vrai que il y a certains aspects de la famille dans Les Enfants de minuit, la famille centrale, vous savez, le cœur de la famille. Moi, j'ai plutôt tendance à bien aimer ma propre famille. Mon grand-père était médecin aussi, par exemple. Et j'avais un oncle très désagréable qui était général dans l'armée pakistanaise. Et il ne m'aimait pas non plus, d'ailleurs. Donc il y a ce type d'écho structurel, si vous voulez, qui fait écho à la réalité. Mais lorsque j'ai commencé à écrire le livre, lorsque j'ai commencé donc, je me suis dit que les personnages dans le roman, ils ressemblaient davantage à des personnes réelles qu'aujourd'hui, que c'est le cas aujourd'hui. Mais ça ne fonctionnait pas. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Les personnages n'avaient pas l'air vivants. C'est un peu comme si c'était moi qui les avais écrits, plutôt que si ça avait été des gens dont j'avais enregistré la vie. Donc j'ai commencé à les modifier. J'ai commencé à modifier les personnages. Par exemple, mon grand-père, oui, il était médecin, mais il n'a pas du tout participé à la politique, en tout cas dans la période pré-indépendance. Ce n'est pas quelque chose qu'il faisait. C'était un médecin de famille, tout. Et le grand-père, dans le roman, lui au contraire, est devenu très impliqué dans la vie politique, dans les mouvements politiques opposés à l'Empire britannique et en faveur de l'indépendance. Donc il est devenu quelqu'un d'autre. Et au moment où il est devenu une autre personne, là, il est devenu vivant. Là, il a pris vie. Et ça m'a fait plaisir. J'ai pris plaisir à l'écrire parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir quelqu'un de vivant sous la plume. Donc finalement, plus il était réel, plus il devenait réel. Lorsque j'ai changé la mère, afin qu'elle ne soit plus comme ma mère du tout, lorsque j'ai changé le père afin qu'il ne soit plus vraiment comme mon père, eh bien là, ils se sont devenus des personnages plus efficaces. Donc ça m'a appris quelque chose, ça m'a enseigné quelque chose. Et j'y ai beaucoup pensé depuis. Oui, il est vrai que parfois, le point de départ pour un personnage ou une histoire, ça peut être une expérience personnelle ou quelque chose que l'on sait sur le plan personnel, mais le point d'arrivée, généralement, est très différent du point de départ. Et c'est ce voyage entre le début et la fin, eh bien ça c'est l'acte imaginatif. C'est ça, l'écriture imaginative. Donc, c'est ce que je me suis toujours dit. Par exemple, dans ce nouveau roman, beaucoup de journalistes, pour des raisons évidentes, ont remarqué qu'un des personnages était le philosophe Theodore Rush et que son nom ressemble énormément à mon nom, à mon propre nom. Et ils savent également cela parce que je n'ai parlé dans mon autobiographie, Joseph Anton. La raison en est que mon père était un tel admirateur de sa philosophie qu'il a modifié notre nom de famille afin que ça devienne Rushdie.
en l'honneur de ce philosophe. Donc, lui aussi, donc, ce philosophe au XIIe siècle, il a subi la persécution. Il a été envoyé en exil et ses livres ont été brûlés. Donc, vous voyez, il y a un véritable écho ici. Et tout ça, je le sais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire à son sujet. Donc, le point de départ, c'est que je me sens très proche de lui d'une certaine façon. Mais lorsque j'ai commencé à écrire à son sujet, bien, ça a cessé d'être autobiographique. Parce qu'il a cette histoire d'amour avec cette fille qui devient la princesse. Et en fait, il n'est pas très gentil avec elle. Et il est très centré sur lui-même, assez égoïste, prétentieux. Et lorsqu'il est réhabilité, qu'on lui dit de retourner au tribunal, il l'abandonne. Il l'abandonne sans même se retourner sur elle. Il la laisse, il la quitte, il quitte les enfants. Donc il se comporte vraiment comme un salaud. Donc c'est important pour moi de signaler que ce n'est pas autobiographique. Hein. Donc là, vous voyez, les choses commencent avec un lien qu'il peut y avoir avec le personnage, mais une fois que j'ai fini mon personnage, ben c'est lui, c'est plus moi. Et je pense que c'est important vraiment de conserver cela à l'esprit. C'est une façon de faire vivre les personnages dans le livre. Alors bien entendu, ça peut commencer avec son expérience, sa propre expérience personnelle. Ça peut servir de source d'inspiration. La question c'est, qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ça? Où est-ce qu'on l'amène? On ne peut pas simplement l'écrire. Parce que à ce moment-là, c'est juste un journal intime. Et la différence entre un journal intime et un roman, eh bien, c'est justement l'imagination, cette action d'imaginer. Et ça améliore le récit. Et ça le rend plus intéressant, non seulement pour vous, et aussi, si on a de la chance, si tout se passe bien, pour les autres aussi. Geoffrey Michel. Bonjour. Dans les versets sataniques, vous dépeignez un monde fortement clivé, avec d'un côté un aveuglement dans la religion et de l'autre un enfermement dans l'individualisme. Un clivage teinté et renforcé par un racisme réciproque. Étonnamment, cela est mis en scène à travers une narration foisonnante, multidirectionnelle, qui s'affranchit des contraintes temporelles et des limites entre le rêve et la réalité. Est-ce un moyen délibéré pour brouiller toute frontière et, d'une certaine façon, mêler ces deux mondes comme un seul? Oui, je pense que d'une certaine façon, oui. Lorsque je préparais ce livre, eh bien pendant une assez longue période de temps, je n'étais pas vraiment certain que vraiment toutes ces histoires appartenaient au même livre. Et il y a même un moment où je me suis dit, peut-être que je devrais en faire 2 ou 3 livres différents. Et vous savez, les parties de rêve au milieu d'une narration principale, peut-être que ça devrait être mis séparément. Enfin, c'est ce que je me suis dit à un moment. Puis finalement, je me suis dit, il y a quand même une similarité thématique. Et j'ai essayé de les tisser entre elles. Et lorsque j'ai rédigé les versets sataniques, c'était assez inhabituel comme façon de procéder. Et je crois qu'un nombre de personnes, lorsque le livre est sorti, ont été un peu perdues. Ils n'ont pas trop compris, en fait, le fait qu'il y ait 4, 5 histoires différentes en même temps dans un même livre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de plus habituel. Hein. Pas seulement dans la littérature, mais également à la télévision ou au cinéma. Lorsque l'on va au cinéma, par exemple, souvent, il y a des films qui racontent plusieurs histoires qui se déroulent en même temps. Et si on regarde les séries télévisées, là aussi, il y a beaucoup d'histoires qui se passent en même temps, qui se rapprochent, qui s'éloignent. Et je crois que les gens ont beaucoup plus l'habitude de ce type de technique qu'ils ne l'étaient en 1988 lorsque les versets sataniques ont été publiés.
Donc, à l'époque, ça semblait peut-être un peu plus révolutionnaire, ça semblait plus nouveau que maintenant. Maintenant, on dit, oh, ça y est, c'est encore une histoire avec toutes ces histoires à l'intérieur. Et je crois que on a appris maintenant à lire ce genre d'ouvrage. Et effectivement, il y a des choses qui sont naturalistes et des choses qui sont tout à fait surréalistes. C'est la vie. Je crois que c'est ce que je fais, en fait, c'est tout. C'est comme ça que ça sort. C'est pas comme un programme. C'est pas comme si j'étais assis là avec une théorie et que je disais voilà, je vais faire les choses de cette façon. Je n'ai pas forcément une pensée très théorique lorsque je rédige un livre. Je suis plutôt pragmatique. Je me dis comment est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Et je n'ai pas de théorie sur la fiction que j'essaye de mettre en pratique. Et c'est pourquoi ces livres sont tous très différents les uns des autres. C'est parce que je n'ai pas vraiment de projet en tant que tel. J'ai un souhait, j'essaye de faire en sorte que chaque chose que je fais soit aussi intéressant que possible. Et le moment venu, eh bien, j'essaye d'utiliser la technique la plus appropriée pour y parvenir. Donc le surréalisme et le naturalisme, pour moi, ce sont des outils différents qui sont que peut utiliser l'écrivain. C'est comme quand on a un orchestre, par exemple, il y a toutes sortes d'instruments, et bien parfois, lorsqu'on compose, et bien on peut composer pour tel instrument, puis ensuite on compose pour tel autre instrument. Et moi, je pense qu'il faut essayer d'utiliser l'ensemble de l'orchestre, tous les instruments. Il faut écrire pour tous les instruments. Et pour moi, c'est assez naturel de combiner des éléments surréalistes avec des éléments naturels. Pour moi, ce n'est pas artificiel, c'est naturel pour moi. Il y a d'autres écrivains qui auront un point de vue tout à fait différent. Mais au bout du compte, on écrit les livres qu'on peut écrire. Et on découvre petit à petit ce qui nous vient naturellement. Quels sont les livres que l'on doit écrire, que l'on va écrire, et on sent copier les autres, en fait, ses propres livres. Et ça, on le comprend petit à petit. Et donc maintenant, je pense que c'est très clair dans mon esprit. C'est ma façon à moi de faire les choses. C'est pas comme si j'avais une idéologie particulière de la fiction. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas d'idées préconçues. J'essaie juste d'écrire chaque livre. Hugo Salvini. Next question. Bonjour Monsieur Rushdie. Vos livres laissent une grande place aux figures mythiques et à la magie, à tel point que vous êtes proche du mouvement de réalisme magique. Les premières pages de 2 ans, 8 mois et 28 nuits sont par exemple entièrement dédiées à nous présenter les djinns, ces êtres parfois si proches de nos fées et lutins occidentaux, avant de les laisser envahir New York pour y mettre le bazar. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec un fait d'actualité récent en Islande, où une zone de travaux a été entièrement déblayée avec l'argent public, car les gravats situés autour d'un rocher dérangeaient les elfes qui y vivaient. L'Islande, où 30% de la population croit fermement en l'existence des elfes, et qui est l'un des pays les plus prospères au monde, les plus heureux aussi. Alors vous avez déjà répondu à quelques interrogations à travers la question précédente, mais voici mes questions. Pensez-vous que le bonheur est islandais, que le monde serait plus beau s'il revenait embrasser les mondes invisibles, que les djinns seraient, d'une manière ou d'une autre, un moyen malin et radical pour réenchanter un monde rongé par la peur et la morosité? Finalement, y croyez-vous, ou plutôt y croyez-vous encore, aux djinns, fées et autres elfes? Clap hands, clap hands if you believe in fairies. Alors, applaudissez si vous croyez aux fées. Écoutez, c'est une super histoire. Vraiment, c'est... Écoutez, je suis vraiment content de voir que le sort des fées leur tient tellement à cœur. Avec les aborigènes, tout est basé sur la mythologie des ancêtres. Ce sont des figures géantes qui en se déplaçant, façonnent le paysage, les collines, etc. Et à un certain moment, les ancêtres passent sous le sol et s'endorment.
Donc ils sont quelque part sous la terre, sous le sol, ils sont endormis. Et il y a eu des véritables discussions, des débats en Australie, par exemple lors de la construction d'une route, ou quelqu'un qui aurait voulu creuser une mine. Les autochtones ont dit non, vous ne pouvez pas le faire. C'est à côté d'un lieu de repos d'un des ancêtres. Et d'après la mythologie, si on réveille l'ancêtre, c'est la fin du monde. Personne, vraiment je vous assure, personne n'a envie de réveiller l'ancêtre. Parce que s'il est réveillé, ça va mal se passer pour vous. Et plusieurs fois, à plusieurs reprises en Australie, ils ont vraiment respecté ces arguments. Et ils ont dévié une route, par exemple, où ils ont changé l'emplacement d'une carrière pour éviter justement ce lieu de repos de l'ancêtre. Donc les Australiens aussi, ils croient aux fées. Je crois que c'est une bonne chose. Alors, je ne sais pas ce que j'en pense vraiment comme ça en tant que tel, si vous voulez, mais c'est une belle histoire. Moi, je n'ai pas expérimenté, je n'ai pas eu d'expérience avec des êtres surnaturels. Je n'ai jamais vu de fantômes, je n'ai jamais vu de petits Irlandais assis sur un tabouret au bout d'un arc-en-ciel. Pour moi, ce sont des façons de s'exprimer. Et ce sont des très belles façons de s'exprimer. Et toute cette littérature m'attire, et l'art visuel aussi associé à ce type d'être m'attire. Et donc c'est pour ça qu'on les retrouve toujours dans mes livres. Alors peut-être que mes livres sont peut-être aussi comme des espaces de repos pour ces petites créatures. Parfois elles ne sont pas petites, d'ailleurs elles sont plutôt grosses ces créatures. Parce qu'une des choses au sujet des djinns, c'est que bien entendu ce sont des êtres métamorphiques et ils peuvent changer de taille. Donc ils peuvent être aussi hauts que cette salle ou ils peuvent rentrer dans une bouteille. Alors, bon, évidemment, c'est moins dangereux quand ils sont dans la bouteille parce que là, on peut mettre un bouchon et les enfermer. Mais on ne connaît pas leur taille. Leur taille, pardon, c'est la taille qu'ils décident d'avoir à ce moment-là. Et ça me plaît. J'aime bien cette idée d'un être vivant qui n'a pas de taille propre. Un être qui peut choisir la taille qui lui convient. Donc oui, vraiment, j'aime beaucoup ce genre de choses un peu imaginaires. Mais parfois, j'ai le sentiment opposé. Je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ce jeu-là. Et j'ai envie d'écrire des choses réalistes. On n'a pas besoin de choisir son camp, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça dépend un peu de son humeur. Lorsque j'ai écrit ce roman, par exemple, je venais de terminer un texte réaliste, long, en autobiographie, et j'ai voulu faire le contraire. Et c'est ça qui m'a amené à cette histoire beaucoup plus imaginaire, fantaisiste. Et donc le nouveau roman que je suis en train d'écrire est beaucoup plus réaliste. Et lorsque je l'aurai terminé, je suis convaincue que je voudrais faire autre chose encore. Donc vous voyez, c'est une sorte d'aller-retour. Mais ça dépend de son humeur, de l'envie. Mais on n'a pas besoin de se limiter à un type d'écriture. On peut être le type d'écrivain que l'on veut, on peut écrire les histoires que l'on a envie d'écrire à ce moment-là. Et si on écrit en anglais, bien entendu, il y a Shakespeare, alors ce personnage grandiose qui plane au-dessus de vous. Mais ce que Shakespeare nous dit, c'est que un écrivain peut être toutes sortes de choses, toutes sortes d'écrivains. Vous savez, Shakespeare, il a écrit toutes sortes de textes. Il a écrit Summer Night's Dream, il a écrit Le Roi Lear, il a écrit de la poésie, il a écrit Henri IV, et donc il a écrit aussi des ouvrages sur l'histoire. Et il n'a pas vu de raison de se limiter à un style ou à un autre. Et parfois, même dans la même pièce, bien, il a plusieurs casquettes. Par exemple, Hamlet. Si on regarde l'acte 1, scène 1,
c'est une histoire de fantôme. Donc il est sur les remparts, on voit le fantôme du père mort d'Hamlet. Scène 2, c'est la politique, donc les intrigues à la cour. Scène 3, c'est l'amour, première rencontre amoureuse. Scène 4, nouveau les fantômes. Donc Hamlet devient le fantôme. Donc c'est un peu comme si on avait 3 ou 4 différentes histoires qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Et pour Shakespeare, cela ne pose pas de problème, effectivement. On peut écrire quelque chose qui est à la fois une histoire d'amour, une histoire politique et une histoire de fantôme. Si on le fait correctement, bien entendu. Donc je crois que c'est un bon principe et c'est celui que j'ai essayé d'appliquer. Gabriel Arnaud. Bonjour. J'aurais voulu savoir, comme vous parliez des mythes tout à l'heure et des légendes, dans quelle mesure la réécriture et la réappropriation de ces mythes et de ces légendes sont-elles des parts importantes de votre travail? Donc j'aurais voulu savoir si to rewrite something, to rewrite a story, or to just make it your own is a really important part of your work. Je crois que tout ce qu'on écrit, il faut tenter de se l'approprier. Ce qui est spécial dans le roman en tant que forme, le roman n'est pas une forme collaborative. C'est le cas du théâtre, du cinéma, de la télé. Ce n'est pas le cas du roman. Les formes d'écriture complètement individuelles, ce sont la poésie et la fiction. Et ce que l'on veut ressentir quand on lit de la poésie ou de la fiction, c'est que l'écrivain, l'œuvre sont unis, ne font qu'un. Et le lecteur s'en aperçoit tout de suite si ce n'est pas le cas, et cela rend plus difficile pour le lecteur la relation approfondie avec cela. Parce que s'il n'y a pas un lien très fort avec le matériau de base pour l'écrivain, eh bien ce lien n'existera pas non plus pour les lectrices et les lecteurs. Quand on veut utiliser un matériau, il faut le faire d'une manière, de manière à vous l'approprier. On vit dans des périodes assez étranges où il y a une espèce de polémique autour de la propriété dans le domaine de la fiction. Est-ce que un homme blanc hétérosexuel peut sans problème écrire au sujet d'un noir homo? Il y a beaucoup de controverses autour de ce type de questions, et pas seulement dans le domaine de la race ou du sexe, beaucoup plus largement. C'est pas la première fois d'ailleurs, je me souviens. Dans les années 60, début des années 70, au moment du mouvement des droits civiques des Noirs aux États-Unis, William Styron, écrivain blanc du Sud, a écrit un roman sur une révolte d'esclaves, les Confessions de Nat Turner. Et donc, c'était au moment du Black Power, et un grand nombre de militants politiques noirs ont condamné cet homme pour avoir utilisé, en tant qu'homme blanc du Sud, cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui l'a défendu de manière la plus véhémente, c'est James Baldwin, écrivain noir, homosexuel américain, qui a argué du fait que les histoires n'appartiennent à personne. La question, c'est simplement ce qu'on en fait.
Est-ce qu'on les exploite? Est-ce qu'on en fait quelque chose de pertinent, de valable? Et je pense que c'est la meilleure réponse à laquelle je puisse penser. Sinon, on se trouve dans un monde où seules les femmes ne peuvent écrire au sujet des femmes, seuls les hommes peuvent écrire au sujet des hommes, seuls les petits peuvent écrire au sujet des petits, seuls les gros peuvent écrire au sujet des gros. On ne pourrait pas parler d'assassinat tant qu'on n'a pas commis un assassinat. Quand on écrit de la fiction, on écrit en permanence au sujet de choses qu'on n'a pas faites soi-même, de gens qu'on n'a pas rencontrés. Et je crois qu'il faut que nous donnions la liberté de se faire. Et nous devons être également conscients du fait qu'il y a là une question à se poser. Et être fin dans la façon dont on le fait pour ne pas nous mettre dans la peau de quelqu'un qui exploite simplement un filon pour produire quelque chose de valable. Sinon, je crois qu'il n'y a pas de limite. Il me semble que certains des meilleurs personnages masculins ont été écrits par des hommes et certains des meilleurs personnages féminins, par exemple dans la littérature française, ont été écrits par des hommes. Dans la littérature russe, idem. Anna Karénine, c'est un homme qui l'a écrit. Et donc, je crois qu'il faut... Ce qui est important, c'est ce qu'on fait de son inspiration. Et la liberté de la littérature, c'est de se donner cette liberté, justement. Le pari de la littérature, c'est lorsqu'on l'offre à un public de lecteurs et de lectrices, qu'il soit reconnaissant de ce que vous en avez fait, plutôt qu'il ne le refuse. S'il le refuse, c'est votre faute, c'est tout. Mais bon, c'est le jeu, il faut faire de votre mieux et espérer que les gens le comprennent. Mais je crois que moi, je ne serais pas du genre à dire qu'il y a des choses que les gens ne doivent pas faire ou écrire, à moins qu'ils n'appartiennent à telle ou telle communauté de genre, de race ou autre. Il faut toujours tenter de vous approprier même si donc vous appropriez ce que vous faites pour que même si le personnage est très différent, parle une autre langue, a des mœurs différentes, vous trouviez le lien qui vous unit à ce personnage et comment vous pouvez donner vie à ce personnage. Et donc ma deuxième question en fait portera sur, selon vous, est-il important dans la fiction d'éclairer le réel en l'abordant à travers quelque chose qui le dépasse, c'est-à-dire à travers le surnaturel? C'est une des manières de le faire. Ce n'est qu'une des manières de le faire. Je n'ai pas d'ordonnance en la matière. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Et donc, ça marche en ce qui me concerne. Il y a de magnifiques écrivains qui n'utilisent pas le moindre surréalisme. Ce sont des techniques simplement. La question, c'est de trouver la technique qui vous convient en tant qu'artiste et qui convient à votre matériau. Je ne pense pas qu'intrinsèquement, il y ait quelque chose dans le surréalisme qui soit meilleur que le naturalisme. Le projet réaliste dans le roman au XIXe siècle se fondait sur le fait que l'écrivain et le lecteur regardaient le monde de la même façon, en essence. L'écrivain pouvait avoir confiance dans le fait que l'image du monde du lecteur serait très semblable au sien. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a une grande controverse sur la nature du réel. La réalité, c'est quelque chose de très contesté dans un grand nombre du monde. De part du monde, il y a différentes façons de narrer la réalité qui sont en conflit. Par exemple, c'est une des choses qui se passe en Israël et en Palestine. Il y a des narrations
de la réalité qui entrent en conflit complètement et qui sont très difficiles à réconcilier. Et dans ces cas-là, il est difficile d'accepter la réalité en tant que quelque chose de donné. Parce que ce n'est plus nécessairement quelque chose de donné. Il y a des débats là-dessus. Et donc, d'une certaine manière, le texte doit prendre acte de la nature provisoire de l'idée de ce qui est réel, ou de la contestation de cette nature. Alors, comment on fait ça? Comment on fait pour rompre le réel et le faire passer dans le surréel? Bon, le surréel en est une manière. Bonjour. Vos romans recèlent une tendance à l'infiltration de réflexions à portée éthique, qui peuvent même parfois être ironiques, dans des récits au sein desquels l'imaginaire prédomine. Ce que j'ai pu percevoir personnellement comme une sorte de volonté autant ludique que pédagogique de votre part, ce qui m'a amené à m'interroger sur votre vision d'une sorte de rôle de l'auteur ou la manière dont vous considérez le caractère utile, entre guillemets, de votre écriture. Donc ma question est la suivante. Dans votre dernier ouvrage, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, l'extrait suivant, qui est au début du chapitre où le vent commence à tourner, donc je lis l'extrait, « Raconter quelque chose d'imaginaire, c'est aussi raconter la réalité. Si ce n'était pas le cas, l'entreprise serait vaine. Or, nous nous efforçons dans notre vie quotidienne d'éviter autant que possible les activités inutiles. Est-ce que cet extrait peut être considéré comme une sorte d'indice renvoyant à votre propre démarche de création ? Parfois, je dois dire que parfois je ne sais pas comment j'écris. Je m'en rends compte plutôt une fois que j'ai écrit. Alors, pour commencer au même point que vous, je considère le roman comme une forme qui est intéressée par l'éthique. Le grand nombre des écrivains que j'admire se considéreraient comme des écrivains moraux, sont intéressés par l'aspect moral des choses. Ce que je ne crois pas en revanche, ce que je ne crois pas être, et que devrait peut-être être le roman, c'est didactique. Je n'aime pas lire des livres qui me disent ce que je devrais penser ou de quelle manière je devrais me comporter. J'aime qu'un livre me mette en situation de devoir réfléchir, de devoir ressentir, de devoir me faire ma propre opinion sur ce qui m'est présenté. Mais je ne veux pas que le livre agite son doigt devant moi et me dise ça c'est bon, ça c'est mauvais. Il y a des cas extrêmes, il y a des cas comme par exemple quand un écrivain comme Günter Grass a écrit Le Tambour, bon, il est évident que les nazis étaient des méchants. Il n'en fait pas mystère. Mais il est extrêmement ironique. L'ironie est présente de toutes sortes de manières. Ils ne disent jamais les nazis sont des méchants. Il vous fait ressentir ça. Et j'ai toujours tenté d'éviter de prêcher, de faire des sermons dans un livre, dans un roman. Je crois qu'en fait, ça dessert le lien imaginaire entre l'écrivain, le lecteur ou la lectrice que d'avoir un sermon de l'écrivain. Quel que soit l'objectif moral du livre, on veut qu'il se dégage naturellement de l'histoire, de la façon dont le lecteur ou la lectrice va comprendre les personnages et les choix qu'ils ou elles font. Par exemple, dans les versets sataniques, il y a une petite anecdote racontée par quelqu'un sur une page. Il s'agit de 2 amis, un homme et une femme, qui sont de très très bons amis, ils ne sont pas amoureux. Et à un moment donné,
la femme donne à l'homme un objet qui n'a pas de valeur, un petit vase de verre kitsch, pratique assez navrant, mais elle le lui donne comme un symbole d'amitié. Il devient important pour tous les deux, lui pose ça sur sa cheminée. Et puis, à un moment donné, ils se disputent. Et au plus fort de la querelle, il prend le vase et il le casse. Et ils ne se reparlent plus jamais. Et sur son lit de mort, l'homme dit que la seule personne qu'il veut voir, c'est cette femme. Il envoie un messager lui dire qu'il est mourant et que la seule chose qu'il veut, c'est la voir avant de rendre son dernier souffle. Et elle dit, il aurait dû y réfléchir avant de casser le vase. La question c'est, vous prenez parti pour qui dans cette histoire? Qui a agi correctement et qui s'est mis dans son tort? La question c'est, est-ce qu'on peut porter atteinte à une relation humaine de manière tellement grave que c'est impardonnable, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que la décision de ne pas pardonner est une erreur? La question c'est, est-ce qu'il existe quelque chose qui ne soit pas pardonnable? Il y a juste une page dans le livre, mais les gens qui lisent le livre se sont divisés 50. Et c'est pas toutes les femmes qui sont d'accord avec la femme et tous les hommes qui sont d'accord avec l'homme. Et ce que j'aime, c'est que ça pose une question sans fournir de réponse. C'est à vous d'y répondre. C'est à vous de dire ce que vous en pensez. Et je crois que c'est ça qui fonctionne le mieux dans les romans de manière générale, c'est de présenter des crises, présenter des problèmes. Il y a des moments dans la vie qui illuminent la vie des gens, qui l'éclairent. Trouver ces moments, écrire au sujet de ces moments, encourager le lecteur ou la lectrice à réfléchir à ce que cela éveille en lui ou en elle. Parce que ce que vous pensez que vous en pensez, d'une certaine manière, ce sera une expérience. Vous aurez appris quelque chose sans qu'on vous ait enseigné quoi que ce soit. Et ça, c'est positif. C'est une manière bien plus efficace d'apprendre qu'en ayant un enseignement en tant que tel. Ça vous enseigne davantage que ce que vous pouvez apprendre dans une classe. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus pour le moment. Marie-Lam. Dans 2 ans, 8 mois et 28 nuits, j'ai eu le sentiment de suivre Geronimo comme un personnage bien sûr de littérature, en lévitation au-dessus du sol, mais aussi comme un personnage de grand écran, en stabilité sur le plateau d'un travelling avant, filmé durant de longs plans séquences. Est-ce qu'ainsi puis-je m'avancer à parler d'une démarche cinématographique dans votre écriture ? Oh yeah, no question. Oui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. J'ai toujours dit, et je crois que c'est vrai, que mon écriture est au moins autant influencée par le cinéma que par la littérature. J'ai grandi à une période extraordinaire pour le cinéma mondial. Entre la fin des années 50 et le début des années 70, c'est une période qui est maintenant considérée comme l'âge d'or du cinéma parlant. La nouvelle vague française, la nouvelle vague italienne, Fellini, Antonioni, etc. Des cinéastes du monde entier faisant un travail extraordinaire. C'est très difficile à expliquer à des jeunes maintenant ce que ça pouvait représenter à l'époque d'aller au cinéma quand c'était ça, les dernières sorties. Quand vous allez au cinéma un jour et que vous voyez la Dolce Vita et puis que la semaine suivante vous avez les Fraises sauvages et puis que la semaine suivante il y a Body and Clyde et puis c'était une expérience extraordinaire, des films de Truffaut, de Godard, d'Antonioni, de Buñuel. C'était extraordinaire que d'aller au cinéma à cette époque-là.
À Cambridge, où j'étudiais, il y avait un petit cinéma d'art et essai. Comme tout le reste, maintenant, c'est devenu un bar à café. Mais je considère que j'ai fait une bonne partie de mon éducation dans cette petite pièce. J'y allais 5 à 6 fois par semaine, certaines fois. Parfois, je voyais le même film 2 à 3 projections de suite pour bien le comprendre. J'ai beaucoup appris. Et ce livre, effectivement, rend hommage à un ou deux de ces films. Il y a une référence assez claire à Buñuel à un moment donné. Mais ce film est également lié à des types de films beaucoup plus commerciaux, des films de super-héros, des films tirés de BD. Il y a des références comiques à ces films. Mais effectivement, je suis plutôt un type de spectateur des films d'art et essai plutôt que des films de Marvel et autres super-héros, parce que une fois qu'on en a vu un, on en a vu 100, ils sont tous un peu les mêmes. Mais je suis effectivement très influencée par le cinéma et le développement du langage cinématographique a influencé le langage littéraire. Si vous regardez le début du cinéma, le cinéma muet, quand vous avez la légende avec le dialogue, elle reste à l'écran pendant hyper longtemps. Et on se dit, oui, je l'ai lu, virez-moi ça. Parce que, en fait, on a appris petit à petit à voir plus vite. La vitesse à laquelle des films peuvent être montés maintenant est bien plus importante qu'à l'époque, parce qu'on a appris à recevoir de l'information beaucoup plus rapidement. Et donc un film peut être monté à une vitesse bien plus importante que par le passé sans que nous soyons confus. Nous sommes habitués à recevoir l'information plus rapidement. Une des choses que nous a enseigné le cinéma, qui n'était pas beaucoup utilisé dans la littérature, assez peu, c'était l'art du flashback, le retour en arrière, quand on revient à un point antérieur de l'histoire. Ça perturbait les gens. Non, ça perturbe plus personne, c'est juste une façon assez habituelle de raconter une histoire. Et puis, une des choses qu'a fait Godard, c'est le développement d'un montage particulier, parce qu'avant, on avait un plan lointain, un plan rapproché, etc., et puis on reprenait de la distance, etc. Ce qu'il a fait très souvent, c'est de sauter l'étape intermédiaire. Ça veut dire qu'on passait d'un plan très lointain à un gros plan, et puis on s'éloignait brutalement de nouveau. Hein, c'est une espèce de tactique du choc. Et à l'époque, c'était un choc. Et ça vous faisait un peu sursauter. Maintenant, je crois que on a une technique, on peut aller depuis un portrait très panoramique à quelque chose de très, très, très resserré autour du personnage. Et donc, je crois qu'il y a un grand nombre d'outils, de façons avec lesquelles le langage filmique nous a donné à nous, écrivains en prose, des instruments que nous n'avions pas dans le passé et que nous pouvons utiliser dans notre travail. Ça marche également dans l'autre sens. Vous savez qu'un grand nombre de ces cinéastes, des cinéastes de la nouvelle vague française, par exemple, qui étaient à l'origine des écrivains. Truffaut, par exemple. Et donc, ils ont un esprit extrêmement littéraire que l'on retrouve dans leur cinéma. Ils ont pu introduire dans les livres des aspects qui n'étaient pas considérés comme corrects. Par exemple, le fait d'utiliser une voix par-dessus, une voix hors image,
était considéré comme incorrect. C'est-à-dire que on devait pouvoir voir l'histoire et pas avoir besoin d'une voix par-dessus pour raconter ce qui se passait. Alors, il y a des choses qui sont utilisées de façon très créative par Truffaut. Et puis, ils ont tous deux inventé la technique de rupture du cadre où le personnage parle directement au spectateur. Ce sont des outils littéraires. Donc, ça marche dans les deux sens, l'influence du cinéma sur la littérature et de la littérature sur le cinéma. Et moi, ces deux aspects m'intéressent et ces deux domaines m'intéressent. Donc oui, effectivement, il y a une influence cinématographique. Puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre que les choses que les gens qui aiment vos livres aiment dans vos livres sont exactement les mêmes choses que les gens qui n'aiment pas vos livres n'aiment pas dans vos livres. Donc il y a une logique là-dedans. C'est-à-dire les gens qui aiment mes livres vont me dire « Ah oui, ils sont extrêmement cinématographiques ». Les gens qui n'aiment pas mes bouquins vont dire « Ah, ils sont vraiment très cinématographiques ». Voilà. Donc visiblement, ils sont très cinématographiques. C'est pour ça que personne ne les porte jamais à l'écran. Dernière question, Lucas. Bonjour. Je me suis posé la question sur le rapport qu'entretiennent vos textes avec l'oralité. Vous avez déjà beaucoup parlé de l'influence qu'avaient pour vous les contes, qui sont des genres traditionnellement oraux et populaires. Mais j'ai retrouvé qu'on repère assez fréquemment des annonces dans vos histoires, comme pour maintenir l'oreille d'un auditoire attentive, les oreilles d'un auditoire attentive. De la même façon, il y a des adresses directement aux personnages, des éléments comme ceci, dans un texte où la séparation du dialogue n'est pas toujours claire. Alors, comme si c'était pour reproduire les approximations formelles de l'oralité. Quel sens cela a-t-il pour vous et quel rapport pensez-vous que cela construit avec le lecteur? Yeah, I think that's true. I think I do that. Yes, I think that's right. Oui, je fais ça, je crois que vous avez raison. Parfois, c'est simplement pour des raisons, disons, musicales. Je prête grande attention au rythme de la prose, à la musique de la prose, sur la musique sur l'oreille, ou même sur l'oreille intérieure, d'ailleurs l'oreille interne. Je ne dis pas qu'il faut le lire à voix haute, mais avec les dialogues en particulier. Il est important d'avoir une sorte de rythme dans le dialogue. Il y a des écrivains, par exemple David Mamet, qui écrivain de théâtre. Il ne finit presque jamais une phrase dans ses dialogues. Les personnages ne sont pratiquement jamais autorisés à finir une phrase, il y a toujours une interruption. Et donc la pièce procède par une séquence de discours extrêmement rapides que personne ne finit jamais parce que chacun et chacune est toujours interrompu. Et ça crée un effet de choc. Et puis, ça crée en fait une continuité, comme si c'était une seule voix qui s'exprimait par un grand nombre de bouches. Il y a des écrivains comme, par exemple, Don DeLillo, publié également par Actes Sud. DeLillo a une façon d'écrire les dialogues qui est volontairement aplatie. Tout le monde parle à peu près de la même manière, exactement de la même manière. C'est pas parce qu'il ne sait pas faire la différence, c'est un choix. Il essaie de créer une certaine ambiance. Et de notre côté, pour moi, la différenciation est extrêmement importante. Une des questions que je me pose quand je crée un personnage, c'est comment parle le personnage? Est-ce que le personnage a un accent? En Angleterre, très souvent, un accent en dit long sur la classe sociale. Aux États-Unis, très souvent, il en dit long sur la race ou la provenance géographique. Un personnage hispanique ou noir ne parle pas de la même manière. Un personnage qui vient de la Californie ne parle pas de la même manière qu'un personnage de la Nouvelle-Orléans. Par conséquent, il faut se poser la question de la façon dont parle le personnage, quel accent, quel niveau sonore, des gros mots, pas de gros mots.
Est-ce qu'ils sont particulièrement diserts ou est-ce qu'il s'agit de gens peu loquaces? Voilà, c'est le type de question qu'il faut se poser. À mon sens, si on fait bien les choses, eh bien, quand on écrit une scène avec 2-3 personnes, il ne doit pas être nécessaire de dire il dit, elle dit, il dit, de dire qui parle. La façon dont il et elle parlent devrait être suffisamment claire parce que on a donné à chacun d'entre eux une façon tout à fait spécifique de s'exprimer. À mon sens, c'est mieux comme ça. Moi, ça m'agace quand il dit-il, dit-elle, dit-il, dit-elle. Je le fais parce que tout le monde le fait. Mais je crois que c'est assez satisfaisant d'écrire une scène dans laquelle on a l'impression qu'on n'a pas besoin de dire aux gens qui parle, parce que c'est évident, ça tombe sous le sens. C'est facile à faire à 2 personnes. C'est plus facile à faire entre 2 personnes qu'entre 3, parce qu'effectivement, si on a un père et un fils, c'est assez évident qui est qui, un homme et une femme, c'est assez évident, employeur-employé, c'est pas dire non plus. Mais plus il y a de gens impliqués dans la conversation, plus c'est difficile. Mais c'est néanmoins un exercice intéressant, vous devriez essayer. Essayez de donner aux gens des manières de parler qui soient si claires qu'il n'y a pas besoin de dire qui s'exprime à un moment donné. Je comprends pourquoi vous posez tous ces questions, mais une grande partie de ma façon d'écrire est bien moins théorique que cela. Je le fais, c'est tout. Je le fais, je regarde si ça fonctionne. Je fonctionne beaucoup plus par essai et erreur que de manière analytique. Je jette les papiers, je jette les lettres sur le papier, j'essaie de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, mais je change la fonction. Quant à savoir pourquoi j'aime, je suis pas toujours certain. Parfois j'aime parce que je suis juste comme ça. Le meilleur test, c'est de savoir si ça correspond à ce que produit quelqu'un qui va être écrivain, de ce que vous attendez de vous en tant qu'écrivain. Et si ça colle avec ce que vous souhaitez faire, eh bien, gardez-le. Donc, quand la confiance s'accroît, au début, on n'a pas beaucoup de confiance en soi. Quand j'ai fini Les Enfants de minuit, ça fait tellement longtemps, je n'ose même pas vous dire, je trouvais que c'était plutôt un bon bouquin. Mais j'avais eu aucun succès en tant qu'écrivain jusque-là et j'avais aucune idée, je ne savais pas si d'autres seraient d'accord avec moi. Je me souviens d'avoir pensé que si les autres ne pensent pas que c'est un bon bouquin, eh bien, c'est que je ne sais sans doute pas ce qu'est un bon bouquin, j'aurais peut-être m'arrêté d'écrire. Et heureusement, eh bien, visiblement, les gens ont pensé que c'était un bon bouquin. Maintenant, je me sens mieux à même de juger et de considérer que quand ça me semble bon, ben, ça risque d'aller bien. Et l'expérience permet justement de mieux juger son propre travail. Pour revenir à Hemingway, Ernest Hemingway disait, et il avait donné un entretien à Paris Review Magazine, il a dit que tout écrivain doit avoir un bon détecteur à merde. C'est parce que si vous ne savez pas quand c'est merdique, vous ne savez pas quand c'est bon non plus. Donc, il faut que vous soyez à même de lire votre propre production et dire ça vaut rien. Parce que si vous pouvez faire l'un, vous pouvez faire l'autre. Si vous pouvez reconnaître ce qui n'est pas bon, vous pouvez aussi reconnaître ce qui est bon. Donc, travaillez à vos détecteurs de merde. Une conclusion. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais avoir le rôle de dire... on s'arrête, stop, essayer de créer un choc pour recréer une continuité. Donc la continuité, ce sera tout à l'heure au théâtre de l'Hôtel de Ville, donc où pendant 1 heure, Salman Rushdie va réaliser une carte blanche. Audrey Pulvar, qui a 1000 questions encore à poser, va animer la toute première partie de notre soirée. Merci à tous. Merci Salman Rushdie. Laure, 3 mots. Oui, vraiment 3 mots, mais je ne peux pas m'empêcher de remercier très très chaleureusement Salman Rushdie pour un moment d'une si grande générosité,
pour parler de ce qui tient à cœur de tous ces étudiants présents ici qui s'engagent dans la voie de l'écriture, qui est une voie ô combien passionnante et ô combien difficile. Et puis pour souligner le fait qu'avoir vraiment mis l'accent sur la nécessité de l'écriture était vraiment une chose importante. Et également ce qui m'a frappé, ce qui les a sans doute frappés, on va en reparler, certes c'était lié à leur question, c'est que chaque chose que vous leur avez dit touchait vraiment au cœur de leur propre travail d'une manière quasi surnaturelle. Alors peut-être y avait-il des jeans dans la salle, on ne sait pas. Donc merci beaucoup. Merci. Thank you. Thank you. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup.